Dans le sud de l'Île-de-France, des dizaines de milliers de personnes passent plus d'une heure par jour coincées dans les embouteillages pour parcourir des distances qui, à vol d'oiseau, n'atteignent même pas 20 km. Cette même région, qui concentre plus de 15% de toute la production scientifique française, qui abrite des universités d'élite, des laboratoires de pointe et l'un des plus grands aéroports d'Europe, est restée pendant des décennies dépendante de routes saturées et d'un réseau ferroviaire conçu pour un autre siècle. La ligne 18 du métro de Paris a été pensée pour mettre fin à ce déséquilibre. Et ce qui se construit aujourd'hui sous terre et sur le plateau de Saclay fait partie des projets d'ingénierie les plus ambitieux jamais réalisés en Europe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la géologie imprévisible du bassin parisien a été maîtrisée par des tunneliers de 1800 tonnes, comment un viaduc aérodynamique de 6,7 km a été conçu pour résister au vent comme une aile d'avion, ainsi que les moindres détails de ce chantier hors norme. L'origine de la ligne 18 ne repose pas sur une décision politique isolée, mais sur un diagnostic structurel construit au fil de plusieurs années d'analyse face à l'effondrement silencieux de la mobilité métropolitaine parisienne. Le modèle radial qui a organisé les transports de la capitale au XXe siècle reposait sur un principe simple. Tout converge vers le centre. Pendant des décennies, ce schéma a fonctionné pour une ville dont les flux économiques et démographiques gravitaient autour du noyau historique. Mais l'Île-de-France n'était plus cette ville. Les pôles d'emploi, les campus universitaires et les hubs logistiques se sont dispersés dans plusieurs directions, donnant naissance à une métropole polycentrique que les infrastructures existantes ne parvenaient tout simplement plus à desservir. Le temps moyen des déplacements pendulaires dans de nombreux trajets du sud métropolitain a dépassé 68 minutes par jour. C'est avec ce constat que l'État français a structuré le Grand Paris Express, la plus grande transformation de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe. Le projet prévoit la création d'environ 200 km de nouvelles lignes et 68 stations réparties sur 4 lignes orbitales à haute capacité, redéfinissant la logique de connexion de la métropole afin de permettre aux périphéries de se connecter entre elles sans passer par le centre. L'investissement global, initialement estimé à 19 milliards d'euros en valeur 2010, a été progressivement revu à la hausse à mesure que le périmètre s'élargissait et que les complexités contractuelles s'accumulaient, atteignant 35 milliards d'euros et se rapprochant des 38 milliards en incluant les projets complémentaires adjacents. Le plateau de Saclay concentre une densité scientifique et technologique sans équivalent ailleurs en France. Université de renommée internationale, centre de recherche publique, laboratoires pharmaceutiques et entreprises de haute technologie coexistant dans une zone compacte qui attire une population flottante de 83 000 usagers par jour. Malgré cette importance économique et académique incontestable, l'accès au plateau reposait presque exclusivement sur des axes routiers chroniquement saturés et des lignes de bus fonctionnant bien au-delà de leur capacité. L'ingénierie a été mobilisée pour résoudre un isolement que ni le marché ni des solutions improvisées n'auraient pu corriger. La ligne 18 constitue cette réponse. Un axe structurant de 35 km conçu pour relier Massy-Palaiseau, le cœur scientifique de Saclay, l'aéroport d'Orly et, à terme, Versailles, en réduisant des trajets qui dépassaient auparavant 1 heure à un parcours direct d'environ 30 minutes. Pour équilibrer coût et efficacité sur un territoire aussi diversifié, la solution technique adoptée a été volontairement hybride. Les 11,8 km traversant les zones urbaines les plus denses entre Orly et Palaiseau ont été conçus en tunnels profonds, là où la surface rend toute infrastructure aérienne impraticable. Le tronçon situé sur le plateau, quant à lui, combine 14 km de tranchées semi-ouvertes avec un viaduc de 6,7 km destiné à devenir la signature visuelle de la ligne. Compte tenu de l'ampleur logistique et financière du projet, sa réalisation a été intelligemment découpée en plusieurs phases. La première reliera Massy-Palaiseau à CEA Saint-Aubin avec une mise en service prévue pour 2026. La seconde atteindra l'aéroport d'Orly en 2027 et l'arrivée à Versailles est programmée pour 2030. Le sous-sol entre Orly et Palaiseau présente l'un des profils géologiques les plus complexes d'Europe. Le bassin parisien est connu pour son alternance imprévisible de couches de sable saturées d'eau, d'argile plastique et de poches de calcaire fracturées, un environnement qui transforme toute excavation en un défi permanent. Creuser un tunnel de 9 mètres de diamètre dans un terrain aussi instable, en traversant des zones urbaines denses et des infrastructures actives, sans compromettre les fondations en surface. Saint-Saëns a nécessité l'utilisation des tunneliers les plus avancés au monde. Le contrat de 799 millions d'euros pour ce tronçon a été attribué à un groupement mené par Vinci Construction Grand Projet,
qui a mobilisé des tunneliers à pression de terre capables d'utiliser les matériaux excavés combinés à des mousses chimiques et des boues de bentonite pour créer une pâte pressurisée maintenant la stabilité du front de taille et empêchant les effondrements. Le symbole le plus marquant de cette phase de creusement s'appelle AWA, un tunnelier de nouvelle génération exploité par Spy-Batignolles et Ferrovial, incarnant le meilleur de l'ingénierie souterraine actuelle. Avec ses 1800 tonnes et plus de 100 mètres de longueur, AWA fonctionne comme une véritable usine souterraine en mouvement continu. À l'avant, une roue de coupe de 122 tonnes broie la roche, tandis que des bras robotisés installent des anneaux de béton préfabriqués pour consolider immédiatement le tunnel derrière elle, transformant l'excavation brute en infrastructure finalisée dans un seul et même processus. Progressant à un rythme moyen de 20 mètres par jour et alimenté uniquement par de l'électricité issue de sources renouvelables, AWA intègre également une logique d'ingénierie circulaire en réutilisant des composants essentiels du tunnelier Céline, qui avait déjà réalisé 6 km de creusement sur le tronçon est avant d'être démonté puis réemployé. Alors que les tunneliers maîtrisent le plan horizontal, la construction des stations souterraines impose une approche totalement différente, une attaque verticale. Dans des pôles stratégiques comme Massy, Palaiseau et Guyancourt, la technique retenue est celle des parois moulées, une méthode qui consiste à construire la structure définitive avant même d'excaver l'intérieur. Des machines de type clamshell creusent des tranchées rectangulaires à plus de 30 mètres de profondeur tout en injectant une boue stabilisatrice pour maintenir le terrain, puis les armatures en acier sont mises en place avant le coulage du béton, formant une enceinte hermétique. Ce n'est qu'une fois ces parois terminées que l'excavation interne commence avec des poutres de soutènement provisoires installées tous les 10 mètres de profondeur afin de contenir la pression hydrostatique qui, sans un contrôle rigoureux, pourrait comprimer l'ensemble de la structure. À la surface, sur le plateau de Saclay, le chantier fait face à un défi d'une toute autre nature, le vent. Un viaduc de 6,7 km construit sur une plaine ouverte et exposée est soumis à des efforts aérodynamiques capables de générer torsions et vibrations qui, à long terme, pourraient fragiliser la structure. Pour répondre à cette contrainte, le groupement en charge du tronçon aérien a abandonné les poutres rectangulaires classiques au profit d'un tablier en forme de T inversé, avec des extrémités angulées testées en soufflerie afin de reproduire le comportement aérodynamique d'une aile d'avion, équilibrer les forces de portance et éliminer les zones de pression responsables des oscillations. Les voussoirs préfabriqués de ce tablier sont mis en place à l'aide d'une poutre de lancement de grande envergure, une structure mobile qui progresse en s'appuyant sur les piles déjà construites, suspend les éléments et met en tension des câbles de précontrainte sur toute la portée afin de former un ensemble continu à très forte rigidité. Les 201 piles qui soutiennent cet ouvrage atteignent jusqu'à 29,5 mètres de hauteur dans les zones les plus complexes. Leur réalisation a introduit sur le chantier une innovation discrète mais déterminante, le béton autoplaçant. Grâce à des superplastifiants qui rendent le mélange extrêmement fluide, le matériau remplit les coffrages et les armatures uniquement sous l'effet de la gravité, sans vibration mécanique, éliminant les bulles d'air et garantissant une structure homogène et sans défaut. Lorsque l'ingénierie structurelle laisse place à l'expérience du passager, c'est le projet architectural du cabinet Bentham Crewell qui entre en scène, responsable de la conception des stations aériennes. L'approche abandonne l'esthétique de l'infrastructure lourde au profit de structures ouvertes, pensées pour assurer une ventilation naturelle et maximiser l'apport de lumière, réduisant ainsi les besoins énergétiques liés à la climatisation. L'élément le plus marquant de ces stations est la toiture structurale pliée au-dessus des voies, une couverture en acier et matériaux légers qui reprend visuellement la géométrie d'un origami, créant une identité architecturale reconnaissable sur l'ensemble du tracé aérien. Toute cette infrastructure physique soutient une révolution opérationnelle qui se déroule presque de manière invisible pour le passager. La ligne 18 a été conçue dès l'origine pour intégrer le groupe restreint des métros certifiés GOA4, le niveau le plus élevé d'automatisation ferroviaire. Concrètement, cela signifie l'absence totale de cabine de conduite, aucun conducteur à bord et aucune intervention humaine directe dans les opérations courantes. Accélération, freinage de précision en station, ouverture des portes et retour au dépôt en fin de service sont entièrement gérés par des systèmes automatisés depuis le centre de contrôle de Palaiseau, capables de superviser l'ensemble du réseau en temps réel et de prendre des décisions en quelques fractions de seconde.
La flotte qui fera fonctionner ce système est composée de trains de nouvelle génération fournis par Alstom, avec une première série dédiée à la phase initiale entre Massy et Saclay. Au cœur de cette exploitation se trouve le système de signalisation CBTC, une architecture basée sur une communication continue qui remplace les blocs fixes traditionnels par des blocs mobiles virtuels. Les positions et distances de sécurité sont ainsi calculées en temps réel grâce à un échange constant entre les trains et l'infrastructure. Cette intelligence permet aux rames d'atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h sur les viaducs du plateau et de maintenir des intervalles d'environ 3 minutes en heure de pointe, pour une capacité estimée à 110 000 passagers par jour. Avant l'ouverture au public, le système doit franchir une série d'essais techniques rigoureux. La première étape correspond à la phase statique, avec la mise sous tension complète du troisième rail à Palaiseau et la validation de l'ensemble des systèmes électriques, de signalisation et de sécurité à l'arrêt. Viennent ensuite les essais dynamiques, durant lesquels les trains circulent en mode automatique afin de tester les freinages d'urgence, le comportement en courbe, la précision d'arrêt en station et les procédures d'intervention sur la voie. La phase finale, la plus déterminante, est celle de la marche à blanc. Une exploitation complète simulée, avec des horaires et des fréquences réelles mais sans passagers, afin de valider la fiabilité globale du système avant sa mise en service. La ligne 18 a également suscité un débat environnemental majeur. Si le report modal vers des trains électriques représente un bénéfice évident à long terme, le choix de sections en surface pour maîtriser les coûts a entraîné un impact immédiat sur l'environnement. Le tracé traverse une zone de protection naturelle et agricole, fragmentant près de 4000 hectares d'habitat et affectant plus de 2300 hectares de terres cultivables. Des analyses indépendantes, notamment celles menées par le cabinet Carbone 4, soulignent que l'empreinte carbone liée à la production de béton et à la fabrication des éléments en acier crée une dette environnementale qui nécessitera plusieurs décennies d'exploitation pour être compensée. La ligne 18 soulève ainsi une question centrale: ce projet justifie-t-il le coût environnemental engagé pour transformer le sud de Paris en un nouvel axe logistique européen? Laissez votre avis en commentaire. C'était La Grande Construction. Pensez à liker, à vous abonner et à regarder la vidéo précédente.